la caméra si vous le souhaitez. Cet atelier sera ensuite condensé en compte-rendu que vous recevrez tous et toutes automatiquement. Donc, bienvenue à l'atelier 8, le mentorat comme levier de réduction des inégalités territoriales. Donc, on est la brique, parmi les 8 ateliers, la brique qui va parler des briques justement que nous constituons tous et un peu de ciment avec ces briques. Je présente juste l'association Socrate très rapidement. Vous aurez tout le loisir de vous renseigner sur notre structure plus tard. La spécialité du mentorat chez l'association Socrate, c'est que nos mentors sont les plus jeunes du collectif mentorat. Ils ont entre 15 et 18 ans et ce ne sont que des lycéens et des lycéennes bénévoles qui vont dans l'école, le collège des plus jeunes, aller soutenir en binôme pendant une année au minimum leur père plus jeune. Voilà. Donc, l'objectif de notre atelier, c'est d'essayer de donner dans un temps réduit une vision d'ensemble des écosystèmes, des formes d'écosystèmes territoriaux qui peuvent appuyer le développement du mentorat éducatif pour agir sur la réduction des inégalités éducatives et face à l'emploi. Et on va ensemble découvrir soit des méthodologies, soit des territoires sur lesquels ces dynamiques innovantes existent. Donc, le temps est assez compté jusqu'à 11h45 normalement, mais on va peut-être être un peu en décalage. Nos invités vont illustrer 4 de ces écosystèmes et méthodes de collaboration. Et ensuite, on va essayer de se conserver un temps le plus long possible, malgré le petit retard qu'on a, pour des échanges entre vos questions sur le chat et nos invités en table ronde. Donc, à ce moment-là, dans la deuxième partie, ma collègue de Toulouse, référente Socrate Toulouse, Jeanne Giry, qui est parmi nous, m'aidera à animer cette phase de questions-réponses qui est aussi importante que la première phase de notre atelier. Avant de commencer, je vous propose d'utiliser le chat et de nommer votre ville, votre structure associative, votre collectivité, votre entreprise, pour donner un aperçu à chacun d'entre nous de la richesse de nos expériences et de nos métiers et missions communes. Je voudrais, juste avant de donner la parole à nos intervenants et intervenantes, saluer la présence que je n'ai pas vérifiée, mais qui était annoncée, de Madame la députée de Seine-Saint-Denis, Sylvie Charrière, qui est également présidente du Comité national d'orientation et d'évaluation des cités éducatives. Et puis, je ne vous ai pas vu encore dans la longue liste de participants la directrice du Centre Égalité des chances de l'ESSEC, Chantal Dardelais, qui est aussi animatrice du groupe Ouverture sociale de la conférence des grandes écoles. Je vous salue, même si je ne vous ai pas encore vu dans la longue liste. Voilà, je voudrais tout de suite donner la parole à nos deux premières intervenantes. On va vers Roubaix, vers la cité éducative de Roubaix. Comme notre ambition, c'est de développer des actions fondées sur le mentorat éducatif et sur l'insertion, on ne peut que travailler en écosystème territorialisé pour tenter d'avoir un sens et un impact positif et quantifiable. Et pour cet objectif, évidemment, les cités éducatives, c'est justement la formalisation en politique publique des initiatives transversales et collectives qui ont été inventées par les territoires. Donc, il nous a semblé normal de commencer cette présentation, ce tour des initiatives, par l'illustration d'une de ces politiques publiques à travers la cité éducative de Roubaix. Bonjour Anne-Sophie Belgaïd. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, parfaitement.
Vous êtes responsable du service réussite éducative et cité éducative pour la ville de Roubaix. Bienvenue. Et je crois que vous allez être accompagnée par Nathalie Cesset. Bonjour. C'est ça. Alors, donc, du coup, qui est chef de file éducation nationale pour la cité éducative de Roubaix, qui est également principale du collège Rosa Parks et qui a un problème pour se reconnecter, puisque, bien sûr, c'est tous les enjeux du direct. Hein. Pourquoi ça devrait fonctionner comme prévu? Je vous laisse la parole, Anne-Sophie. Oui, donc du coup, en même temps, désolée, je lui ai donné le nom de la personne qu'elle doit joindre pour résoudre cette technique. Je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Je vous laisse à votre présentation. Super, donc du coup, moi, je vais démarrer. On avait prévu une intervention en binôme. J'espère qu'elle va me rejoindre. Sinon, si vous êtes d'accord, elle complétera mes propos. Enfin, on ne fera pas forcément dans l'ordre prévu, mais je pense que ça pourra néanmoins s'articuler, même si on le fait décalé dans le temps. Très bien. Alors, tout d'abord, on a donc prévu une intervention en 3 temps. Vous rappelez très rapidement ce qu'est la cité éducative comme dispositif aussi national. Je ne sais pas si on est tous au même niveau d'information. Puis revenir sur un peu la carte d'identité de la cité éducative roubaisienne pour aussi faire le lien, bien sûr, avec l'atelier du jour, quels sont les bénéfices tirés aussi par la ville de Roubaix en termes justement de synergie locale pour améliorer l'efficacité de nos actions éducatives. Et on terminera par l'intervention de Nathalie. Je me suis connectée, ça y est, j'y suis arrivée. Super, j'introduisais juste notre petit plan d'intervention et donc on terminera par Nathalie Cesset qui vient de nous rejoindre sur justement une étude particulière qu'on a lancée, l'étude tutorat et parrainage. Et Julie, tu parlais justement de briques, donc je vais vous présenter donc une grosse brique qui s'appelle la cité éducative et Nathalie reviendra sur aussi la brique qui est bien sûr toutes ces actions et initiatives autour du tutorat, du parrainage et du mentorat pour aussi qu'on essaie de voir ensemble comment on peut justement articuler toute cette brique, toutes ces briques ensemble. Donc juste, je vais aller très vite sur le démarrage. Tout d'abord, la cité éducative, à Roubaix, c'est d'abord le déploiement d'un dispositif national porté par les ministères éducation nationale et cohésion des territoires, avec un cahier des charges bien défini qui vise à organiser autour de l'école, entendu au sens large, donc l'ensemble des acteurs qui gravitent dans et autour de l'école, une alliance de tous les acteurs éducatifs pour mieux accompagner les enfants et les jeunes vers la réussite, depuis le plus jeune âge jusqu'à l'insertion professionnelle dans tous les temps, les espaces en lien avec leur famille. Hein, je cite la définition officielle, bien sûr. Et ces dispositifs s'adressent aux habitants des territoires, des quartiers prioritaires politiques de la ville. Ça se traduit à Roubaix par un programme d'action qui a reposé sur un pré-projet qui a permis la labellisation de notre territoire en 2019. Un territoire particulier puisque du coup notre cité éducative est assez importante puisqu'elle regroupe 2 secteurs qui représentent 6 réseaux d'éducation prioritaire renforcés. C'est une donne importante aussi de notre carte d'identité. Ce projet est issu d'un diagnostic partagé sur la base des objectifs nationaux qui étaient de conforter le rôle de l'école, de promouvoir la continuité éducative et d'ouvrir le champ des possibles. J'insiste sur le diagnostic partagé. Hein. On a placé le saut de cette cité éducative qui est par essence une articulation d'acteurs sur d'emblée dès le diagnostic de le partager justement avec ces acteurs qui font l'éducation à Roubaix et au-delà. Et d'ailleurs, je salue ma collègue aussi Déborah Facon de la MEL puisqu'on avait croisé aussi à l'époque nos démarches de diagnostic partagé puisqu'à l'époque on s'est appuyé sur l'étude que la MEL menait sur mixité sociale et scolaire et qui a facilité justement ce partage. Roubaix, c'est presque 100 000 habitants, presque la moitié à moins de 30 ans. Donc, ça constitue
une force, un tissu partenarial dense. On a 1800 associations actives, dont 400 soutenues par les pouvoirs publics, et des habitudes de travail associées et déjà existantes. Ça aussi, c'est une donne importante, hein, puisque Roubaix a testé au cours de son histoire, si je puis dire, les contrats éducatifs locaux, les projets éducatifs locaux, le projet éducatif global, le projet éducatif de territoire. Donc, juste, je sais qu'il y a certains secteurs aussi de France qui ne sont pas encore cités éducatives et que le déploiement se fait par étapes. Mais on va pouvoir l'illustrer tout à l'heure. Voilà, ces démarches peuvent appuyer également ces dynamiques. Sur, en tout cas, les points aussi à prendre en compte, c'est aussi des indicateurs socio et économiques inquiétants, donc à la fois des forces, un tissu local riche, une densité aussi de population, une forte population jeune. Pour aussi les acteurs scolaires, c'est 21 500 élèves, une cinquantaine d'écoles publiques. Et en même temps, voilà un enjeu fort justement en termes de réduction des inégalités territoriales au regard de ces indicateurs socio-économiques. L'enjeu d'emblée, on l'a dit, diagnostic partagé est aussi un axe fort de notre projet, qui est la construction d'une super plateforme de coopération. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Normalement, les micros sont fermés de base. Je vais m'en occuper. Il faut juste repérer. Donc, notre enjeu d'emblée au terme de ce diagnostic partagé, c'est justement d'axer cette cité éducative comme la construction d'une super plateforme de coopération où l'on dépasse les déterminismes pour révéler les potentiels et permettre à chacun de se réaliser. On s'est fixé 3 axes stratégiques: le renforcement des coopérations entre tous les acteurs du champ éducatif, la lutte contre les déterminismes et le développement de l'ambition de tous les enfants et de tous les jeunes. Et on le verra aussi, c'est sur cet axe-là constitue le développement des actions autour du tutorat, du parrainage ou du mentorat. Un public cible, les 0-25 ans et leurs parents, hein, conformément au cahier des charges. Et comme toute cité éducative, bien sûr, une gouvernance tripartite, ville, préfecture et éducation nationale. Si on compare aussi aux autres dynamiques éducatives, comme les projets éducatifs locaux, ça c'est vraiment la force, puisque c'est Salomé Berliou, non? Je cherche. Salomé Berliou, essayez. Moi, elle s'affiche sans micro. Ça, c'est aussi un point important, puisque toute décision est prise de façon collégiale. Donc, on a une mobilisation vraiment des 3 parties prenantes, et c'est une condition, je pense, forte de ce nouveau dispositif. Donc, un plan d'action qu'on a déposé sur 3 ans, une vingtaine d'actions également. Pourquoi la cité éducative constitue pour nous une opportunité, et ça fait lien avec l'objet de notre atelier. Ce qui nous a intéressé dans le dispositif, c'est avant tout un projet de coopération. Je l'ai dit, les dispositifs et ressources éducatives sur Roubaix sont assez nombreuses, mais l'enjeu, c'est comment on va plus loin, justement, comment on travaille mieux ensemble pour une coordination à la fois plus efficiente et aussi plus coordonnées pour intensifier les réponses éducatives que nous pouvons mener. J'ai parlé tout à l'heure de diagnostic partagé. Ce qui a été important aussi dans nos conditions de la réussite, c'est que également le programme a été co-construit autour d'un séminaire qui a réuni plus de 200 partenaires, et l'enjeu aussi, c'était d'aller au-delà des partenaires habituels de l'école, l'ensemble des associations, les instances de droit commun, sur tous les champs: éducation, santé, culture, sport, citoyenneté, sociale, jeunesse, orientation aussi professionnelle. Anne-Sophie, excusez-moi, est-ce qu'on peut se concentrer je suis très curieuse de savoir comment justement ces briques qui sont justement l'essence, quelles ont été les facilités, difficultés que vous avez pu rencontrer pour associer ces briques qui ont moins l'habitude d'être associées?
L'axe vraiment qui a été important, je l'ai dit, c'est la co-construction, du diagnostic à la programmation, et surtout l'enjeu, c'est de faire vivre le projet. Donc du coup, on a mis en place aussi un schéma de suivi des instances, enfin un schéma de suivi du programme Cité éducative avec plusieurs échelles. Un suivi et une mise en œuvre du projet à l'échelle des quartiers avec des commissions écoles, collèges, quartiers qui regroupent autour des établissements scolaires l'ensemble des acteurs de proximité, centres sociaux, AFEV, on a aussi d'autres partenaires sur la médiation sociale en milieu scolaire ou les clubs de prévention. Et on a une série aussi d'instances à l'échelle de la ville qui permettent ainsi de faire communiquer les différents niveaux de coopération. Ça, c'est aussi un point important. La construction du projet dès le départ était en incluant des acteurs locaux qui n'avaient pas l'habitude forcément de travailler en transversal. Alors, certains avaient l'habitude. Ouais, certains avaient l'habitude, mais l'enjeu, c'est vraiment la multilatéralité. C'est vrai qu'on a beaucoup aussi d'échanges bilatéraux. Et l'enjeu aussi, c'est d'aller plus loin et d'aller plus loin aussi au sein des instances qu'on peut mettre en place. Une école a l'habitude de travailler, en tout cas, nous, on a la chance sur Roubaix de travailler avec son centre social. Une école a l'habitude de travailler avec, par exemple, la FEV. Mais comment tous travaillent ensemble, ça c'est aussi l'enjeu d'avoir à la fois un projet porteur et d'avoir aussi des espaces de communication et de coordination pour ce faire. Merci beaucoup Anne-Sophie Belgaïd. Peut-être rapidement parce qu'on a un peu de retard. Ouais, on a peut-être un peu. Oui, mais là, ouais. Je cherche, pardon. Nathalie, vous êtes principale du collège Rosa Parks de Roubaix, donc une des centres d'une des REP, d'un des REP de Roubaix. En tant que chef de file de l'éducation, pour l'éducation nationale de la cité éducative, quelle a été votre vision de ce travail multilatéral que décrivait Anne-Sophie ? Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Anne-Sophie. Alors, donc... Oui, voilà. Elle nous a rejoint. Elle est repartie. Il y a un nouveau problème technique. Vous travaillez déjà ensemble, Anne-Sophie ? On avait la chance d'avoir un partenariat déjà établi, mais comme vous le savez aussi, dans les dynamiques aussi de coopération, on a différents degrés de maturité aussi dans l'évolution. Donc l'enjeu, c'était effectivement nous, et c'est pour ça aussi dans le diagnostic, on a bien précisé les choses. Il y a à la fois des choses qui fonctionnaient déjà, mais aussi comment la cité éducative peut avoir cet effet levier pour là où les dynamiques sont peut-être un peu moins installées ou confortées, ou à relancer, de le faire. Je suis désolée parce que j'ai été basculée sur un autre atelier. Donc, est-ce que je peux reprendre le fil de la question ou est-ce que tu as... Oui, et puis avec toute la frustration que ça représente pour la... Je vais aller très vite. Voilà, je voudrais passer la parole à Amaury Leclerc. Je vais très vite. Merci. Je vais juste dire que donc moi, je suis chef de file pour l'éducation nationale. Et donc, je représente l'éducation nationale et évidemment, je suis aussi une actrice de terrain de cette cité éducative en tant que principale d'un de ces fameux collèges REP+. Donc, c'est une action nous avons lancé au titre dans la programmation d'action une étude autour de la question de l'accompagnement individualisé, donc du tutorat, du parrainage, du mentorat à l'échelle de la cité éducative. C'est une action à part entière de la programmation de la cité éducative de Roubaix. Cette étude est menée par l'assistance à maîtrise d'ouvrage que nous avons donc, dont nous avons, que nous nous sommes associés, vu la taille, vous l'avez compris, de la cité éducative pour la mise en œuvre du projet. Donc, l'étude est prévue sur un calendrier de 3 ans, avec tout d'abord en premier lieu la réalisation d'un état des lieux
puis la mise en œuvre de préconisations et de coordination, et évidemment, d'ici fin 2022, une évaluation de l'effet de la mise en œuvre de ces préconisations. Le tissu d'acteurs est tellement dense qu'on est sans cesse à la recherche d'une meilleure lisibilité et d'une meilleure coordination des acteurs. C'est l'enjeu primordial et donc d'une meilleure efficacité des actions. Enjeux préalables. Ce sont les enjeux préalables de cette étude, hein, c'est comme ça. Nous nous appuyons pour cette étude sur un premier travail qui avait été réalisé par la métropole européenne de Lille, la MEL, Anne-Sophie l'a évoqué tout à l'heure. Donc actuellement, nous sommes à la première étape de cette étude avec une recherche d'identification plus précise des acteurs, du parrainage, du tutorat, et qui agissent dans différents cadres, que ce soit les cadres institutionnels de l'éducation prioritaire, la politique de la ville ou le droit commun, par exemple. D'accord ? Vous demandiez tout à l'heure comment on faisait pour mettre en œuvre la coordination. Et par exemple, l'étude devient un outil. C'est-à-dire que l'étude repose sur une enquête et que la démarche aujourd'hui du cabinet, c'est de croiser les regards en réunissant les gens qui vont être sondés. Et donc, on fait encore toujours plus connaissance. Je vais un petit peu vite, hein, puisque vous me l'avez demandé. Et il en sort quand même déjà des premiers besoins de réajustement. Notamment, on se rend compte qu'autour du même jeune, on va trouver parfois 1, 2, 3 parrains, selon les lieux fréquentés. Donc, nécessité absolue, je pense que ça sera une préconisation forte, de mettre en lien ces différents dispositifs autour d'un même jeune, parce qu'il faudrait en plus essayer d'éviter peut-être des conseils contradictoires ou des orientations contradictoires. Bon, en gros, en tous les cas, à ce stade-ci de l'enquête, il ressort quand même 2 types d'accompagnement majoritairement. Un accompagnement qui serait plutôt une déclinaison d'une démarche de lutte contre les déterminismes avec un repérage d'élèves à potentiel et un accompagnement plutôt dont l'enjeu serait l'ouverture, la lutte contre l'immobilité, donc une promotion de mobilité intellectuelle, culturelle, professionnelle. On serait sur un objectif fort qui est le champ des possibles de la cité éducative, et puis un second type d'accompagnement qui, lui, s'inscrit davantage dans les actions de lutte contre le décrochage scolaire, hein, avec un travail très fort que font les parrains, les accompagnants, autour de l'estime de soi, de la construction de la confiance, des compétences transversales. Des marches adaptées à la situation de chacun. À la situation du jeune. Avec la hauteur de la marche. Voilà. Alors, on va retrouver dans les dispositifs des dispositifs qui sont avec nous ce matin, hein, des dispositifs nationaux comme Télémac, comme la FEV. On va aussi trouver des actions un peu plus locales, comme par exemple une démarche sur fonds européens de l'Académie de Lille qui s'appelle le tutorat Perceval et qui permet effectivement là de mettre en place des tutorats dans le cadre de la lutte contre le décrochage. Voilà, merci. Je suis allée très vite, hein. J'ai dû oublier des avec choses. Avec la frustration, on complétera avec des documents, des remarques. À votre disposition. Merci beaucoup dans le compte-rendu. Je passe la parole à Amaury Leclerc. Amaury, directeur général adjoint de Proxité. Je ne vais pas faire comme si on se vous voyait, puisqu'on a travaillé beaucoup pendant toute l'année passée, notamment pendant l'opération mentorat d'urgence. Amaury, on voulait illustrer avec toi et avec Proxité une expérience, une des expériences de qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de cité éducative, quand cette politique publique, encore une fois inspirée des retours locaux, n'existe pas ou n'existe pas encore, même si on est passé de 0 à 80, puis bientôt à 120 cités éducatives. Est-ce que tu peux me donner un exemple de ce qu'une association comme Proxité peut ajouter avec le mentorat à un arc qui a déjà des cordes locales et avec lesquelles il faut travailler et qui sont la base de nos interventions potentielles? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci Julie. Et effectivement, je peux qu'abonder aux propos d'Anne-Sophie Belgaïdi et de Nathalie Cessé sur les enjeux, la méthodologie et les impacts de la coordination plus large en fait, des acteurs de terrain.
sur les territoires, et lorsque les cités éducatives ne sont pas encore déployées ou n'étaient pas encore déployées sur les territoires. Ça ne veut pas dire que l'impulsion des pouvoirs publics est moins forte, loin de là. Peut-être que ça vaut le coup au préalable de repréciser quand même qu'effectivement le parrainage, c'est un outil puissant d'accompagnement des jeunes qui est un peu un carrefour en fait des différentes initiatives associatives locales et éducatives et des parcours des jeunes, et que en tant qu'association de parrainage et association nationale, Proxité comme d'autres associations se doit de jouer un rôle de passerelle en fait entre ces différentes parties prenantes, et du coup être une véritable cheville ouvrière de cette coordination. L'ancrage territorial, pour ce faire, c'est donc un travail de proximité qui est proactif vis-à-vis de la communauté, qui vise donc à prévenir, à résoudre les problématiques qui sont identifiées chez les jeunes et qui sont différentes d'un territoire à un autre. L'ancrage territorial, au-delà de l'impact que peut avoir une association sur un quartier, sur les sorties positives, sur la réussite aux examens, sur l'intégration en emploi durable, c'est aussi se demander comment est-ce qu'on peut lier le parrainage à la dynamique collective du territoire, et d'autre part, comment est-ce qu'on intègre le parrainage tel que chaque association le propose aux initiatives qui sont déjà existantes autour de l'éducation et de l'insertion, pour éviter effectivement que ce dispositif, cette action soit vue localement comme un dispositif en plus, hors sol, et uniquement bénéficiaire d'un soutien financier. De fait, on peut donc considérer que le parrainage en fait va apporter ou doit apporter des réponses concrètes à 4 enjeux stratégiques de territoire qui sont autant d'attentes des collectivités au sein desquelles on va mettre en œuvre le parrainage. Le premier, c'est effectivement révéler les besoins des jeunes et du territoire sur des besoins qui sont peu ou pas satisfaits. Et cette analyse, elle va aussi bien concerner les typologies de public. Est-ce qu'on va plutôt accompagner des collégiens, des lycéens, des enfants qui bénéficient d'une protection de l'enfance, des MNA, des primo-arrivants, mais également une analyse sur le plan géographique. Quel quartier va bénéficier en priorité de notre action? Est-ce qu'on va se focaliser davantage sur un quartier dit prioritaire dans le cadre de la politique de la ville, sur une zone rurale périphérique, etc. Le deuxième enjeu auquel on doit pouvoir répondre, c'est effectivement identifier les ressources du territoire au travers d'une analyse du tissu associatif, économique, socio-éducatif. Et cette lecture en fait des logiques d'acteurs, elle est importante pour nous pour comprendre le parcours des jeunes et pouvoir juger l'efficacité des dispositifs existants, et puis combler éventuellement les trous de raquettes. Par exemple, chez Proxité, notre stratégie d'essaimage et d'implantation sur un territoire, elle a une double entrée. Une première entrée nationale, où on va se servir en fait de données macro publiques qui sont diffusées par des acteurs publics comme l'ANCT, qui vont nous permettre de cartographier en fait en amont les besoins des différents territoires avec des indicateurs comme le taux de décrochage scolaire, le taux de chômage, le taux de pauvreté par exemple à l'échelle des quartiers. Et puis, une deuxième entrée qui est plus locale, avec des premiers interlocuteurs que vont être les délégués des préfets à l'égalité des chances et les différents acteurs des contrats de ville au niveau de la commune, de la région, de l'agglo, qui vont être catalyseurs et surtout facilitateurs de notre action. Ils vont à la fois orienter notre action en termes de public et de zone géographique à couvrir, et d'autre part nous mettre en relation avec les acteurs de quartier, les clubs de prévention, les associations culturelles, les centres sociaux. À Nantes, par exemple, où nous on est présents depuis 2019, on a pris le temps de rencontrer les différents acteurs, donc les élus, les agents, les associations, avec notre bâton de pèlerin. Très concrètement, on a pris notre bâton et on a fait du porte-à-porte pour mieux cerner les besoins du territoire. Et au final, au moment de s'implanter, loin des quartiers un peu en vue comme Malakoff ou Bellevue qui font fréquemment la une de l'actualité, l'implantation de Proxité s'est focalisée sur un quartier un peu à côté, le quartier de Bautières-Pinsec, qui est un petit quartier prioritaire comparativement, mais sur lequel le maillage associatif était moins dense, les besoins étaient moins couverts, et c'est ce qui a permis effectivement à l'association d'être bien accueillie par les acteurs en place, comme la maison de quartier au sein de laquelle on a notre antenne, le programme de réussite éducative, le collège de la Collinière, etc., qui ont vu dans le parrainage une vraie proposition complémentaire à leurs actions. Ce qui m'amène du coup au troisième enjeu auquel doit répondre une association comme Proxité, c'est pouvoir proposer des modalités d'action affinées et un parcours de parrainage spécifique, en fait, qui va répondre aux besoins du territoire, aux problématiques d'orientation, de découverte des métiers, d'encrochage scolaire, qui sont exprimés par les jeunes et les associations prescriptrices. Et c'est ce travail avec les associations prescriptrices qui va nous permettre, quatrième enjeu, de pouvoir chercher les leviers partenariaux et les stratégies de coopération qui vont nous permettre ensuite de mutualiser les ressources, les compétences pour proposer des actions communes au plus grand nombre de jeunes.
en évitant les ruptures de parcours. Et chez Proxité, par exemple, cet ancrage territorial et ces leviers de coopération, ils se traduisent par le fait qu'on a choisi, nous, d'avoir des implantations physiques sur chacun des territoires sur lesquels on intervient. C'est-à-dire, du coup, d'avoir des antennes qui sont au sein d'un centre social, au sein d'un pied d'immeuble, enfin, au pied d'un immeuble, et qui accueillent les binômes de parrainage. Et ces antennes, ce sont autant de lieux ressources qui vont permettre à la fois aux jeunes, aux bénévoles et aux familles de se retrouver, à nos partenaires associatifs, notamment, de voir concrètement le parrainage, ses effets, et aussi également en nous accueillant de valoriser les activités qui sont mises en place en leurs locaux, ça c'est hyper important, et de pouvoir ensuite, pardon, de faire connaître aussi la diversité. Exactement. Exactement. Et Proxité va apporter deux choses à ces acteurs, enfin Proxité et d'autres associations nationales, avec leur force de frappe, avec les moyens qu'on a à disposition, vont apporter deux choses à ces associations qui sont très locales. C'est d'une part une expertise sur l'accompagnement individuel, un cadre qui est complémentaire, qui est rassurant, qui, en tout cas pour Proxité, va se limiter aux questions d'orientation, d'ancrochage scolaire, d'insertion professionnelle, et qui va arriver en complémentarité finalement des problématiques de droit commun qui seront traitées par ailleurs et, comme le disait Nathalie Cessé, de permettre de proposer aux jeunes un accompagnement à 360 degrés, donc très complet. Et la deuxième expertise que va apporter une association comme Proxité, c'est le lien avec le monde professionnel, et notamment avec les entreprises qu'on va être capable de mobiliser aussi grâce au parrainage pour permettre aux jeunes de prendre du recul, d'élargir leurs horizons et de casser les préjugés. Et ça permet également aux associations locales de se faire connaître, de diversifier leurs activités, de massifier aussi ces actions, ce qui fait aussi partie des attentes finalement des collectivités et du pouvoir public avec lesquelles nous travaillons. Donc, on a un élément brique, un élément ciment, un élément charnière avec les entreprises. Merci à Maury Leclerc. Je vais enchaîner avec justement l'engagement des entreprises dans un écosystème territorial. Même si on parle de politique publique, de politique pour les publics, évidemment, l'enjeu de l'implication des acteurs d'entreprises locaux et nationaux est absolument nécessaire, notamment si on veut sensibiliser au fait de se projeter dans son avenir professionnel et personnel. Se projeter dans son avenir, c'est aussi avec l'illustration des personnes qui travaillent dans les entreprises. Bonjour Raphaël Leroy. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue, vous êtes directrice de l'engagement d'entreprise de BNP Paribas et je souhaiterais vous demander comment une entreprise d'envergure comme BNP Paribas et la direction de l'engagement s'implique et dans le développement du mentorat avec ces équipes et dans des collaborations locales. Vous faites le grand écart? Alors d'abord, je suis directrice de l'engagement d'entreprise pour la banque de détail en France. Et alors, quand on est une banque de détail en France, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des agences, des collaborateurs qui travaillent sur l'ensemble des territoires en France. Et lorsqu'une entreprise, alors une banque en particulier, mais c'est vrai pour toutes les entreprises, est implantée sur un territoire, en fait, elle appartient à ce territoire. Je crois que c'est important. Et c'est ce sentiment d'appartenance, alors qu'on appelle aussi, Amaury en a très bien parlé, l'ancrage territorial, qui fait qu'on a envie de se battre pour ce territoire, on a envie que ce territoire gagne. Alors, quand on parle de gagner pour un territoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce territoire, il doit être attractif. Mais un territoire, pour qu'il soit attractif, pour qu'il attire, il faut quoi? Bien sûr, il faut qu'il y ait une dynamique économique locale en place, il faut qu'il y ait de l'emploi, pour qu'on ait envie de venir, mais ça ne suffira pas. Il faut aussi que cette dynamique soit inclusive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attirer si on a un territoire à deux vitesses. On en a parlé dans une autre intervention de cette fragmentation qui est vraiment importante parce que ça crée de la tension. Et en fait, s'il y a de la tension, on ne peut pas faire cette cohésion sociale qui est si importante pour le bien vivre ensemble. Donc ça, c'est ce sentiment d'appartenance, ce fait finalement que notre destin est lié au territoire sur lequel nous sommes implantés, qui fait que on s'implique. Et il y a eu un électrochoc qui a été vraiment très important et qui a été fondateur de beaucoup de nos actions. C'est les émeutes dans les banlieues en 2005. Je crois que ça a été
ça a été fondateur pour de nombreuses entreprises. Et on s'est très vite, spontanément demandé en tant que banque implantée sur tous ces territoires, en Seine-Saint-Denis, mais aussi à Toulouse, mais aussi à Strasbourg, à Amiens, etc., ce que nous pouvions faire pour répondre à ce cri de détresse de ces jeunes. Et nous avons lancé ce fameux projet banlieue, qui est devenu aujourd'hui la pierre angulaire de toutes les actions que nous menons dans les 1500 quartiers prioritaires Polytech de la ville, avec 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est l'accès à l'emploi. Le deuxième enjeu, c'est l'égalité des chances devant l'éducation, et on va en parler, et on en parle beaucoup au moment de ces assises. Et puis le troisième enjeu, qui est aussi très important, c'est celui du maintien du lien social sur ces territoires. Alors bien sûr, pour mener ces actions, on ne peut pas, nous en tant que banque, on n'est pas experts. On a besoin de s'appuyer sur les experts que sont les associations. Alors quand j'entendais Amaury, je me suis dit c'est vraiment, on voit que les associations aujourd'hui sont de plus en plus expertes. C'est-à-dire que comme une entreprise, il est parlé, on identifie les besoins, on identifie les ressources. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et depuis 15 ans que nous avons lancé ce projet, les associations sont nos partenaires essentiels. Alors, nos partenaires, c'est qui? Alors, pour l'accès à l'emploi, on est partenaire de l'ADI, on est partenaire aussi des déterminés, parce qu'on a vraiment la conviction que l'entrepreneuriat, bien sûr, c'est un levier formidable de création d'emplois sur un territoire, mais c'est aussi un superbe levier d'exemple. J'aimais bien Boris Cyrulnik qui a parlé tout à l'heure de la création d'un récit. Et ces exemples, c'est se permettre de créer un récit dans les territoires. Alors, sur le volet éducation, nous travaillons avec quasiment tous les membres de ce collectif mentorat, et depuis de nombreuses années, parce que nous avions tout de suite l'ambition, quand on a lancé ce projet banlieue sur le volet éducation, de pouvoir couvrir tous les maillons de la chaîne, la chaîne de l'égalité. Ça veut dire être là en primaire pour accompagner au devoir, et par exemple la FEV est le premier partenaire du projet banlieue, je parle en histoire, hein. Et puis aussi de permettre effectivement cet accompagnement au collège au moment où le décrochage est le plus fort. Donc là, c'est avec Télémac, avec Proxité, mais c'est aussi l'accompagnement vers les études supérieures avec article 1. Et puis ensuite, parce que c'est jamais fini, c'est l'accès à l'emploi avec nos quartiers du talent, par exemple. Alors, une fois qu'on a ces partenaires… Avec vos partenaires, le parcours d'engagement… Exactement. Quel rôle? Après, c'est quel rôle? Timeline du collectif. Exactement. Alors après, effectivement, le rôle de la banque, alors on parlait tout à l'heure d'un accompagnement à 360 degrés, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, nous, l'objectif, c'est qu'on puisse actionner grâce à vous et avec vous l'ensemble des leviers. Alors, le premier levier pour vous, il y a besoin d'un soutien financier. Donc, avec la Fondation BNP Paribas, nous soutenons financièrement toutes vos initiatives. On a par exemple, parce que je sais que la députée de Seine-Saint-Denis, avec l'ADI par exemple, aidé à financer des antennes, donc l'installation d'antennes locales de l'ADI. On va faire la promotion des déterminés à Nancy dans un mois. Et puis pour vous qui déployez le mentoring, c'est chaque accompagnement d'un enfant, c'est que c'est un coût important, peut-être qu'Erika en parlera, mais vous avez besoin qu'on vous soutienne parce que c'est une démarche structurée qui doit être efficace et donc qui coûte cher. Donc le premier sujet, c'est le soutien financier. Ça, alors le deuxième sujet, parce qu'on est en tant que banque, je pense que c'est important aussi, parce que c'est aussi dans notre métier, nous on incarne, on veut s'impliquer dans notre métier aussi de banquier. Donc l'innovation financière est aussi très importante pour permettre l'essaimage. On parle beaucoup d'essaimage. Et par exemple, au travers du contrat impact social, donc on a permis à article 1, à la cravate solidaire, à d'autres partenaires de pouvoir essaimer un peu partout. Et puis, une fois qu'on a parlé de ça, il y a un soutien, parce qu'il y a plein de types de soutien, mais le soutien humain est sans doute le plus important. C'est comment on peut embarquer, parce que c'est ce qui est important, tout à l'heure Amaury le disait, quels que soient les territoires où nous sommes, comment nous embarquons nos collaborateurs de l'aventure. Comment aujourd'hui de nombreux collaborateurs sont devenus mentors, parrains chez nos quartiers du talent, chez Télémac, chez Proxité, et puis des collaborateurs, on n'a pas eu de témoignage, mais qui sont tellement fiers parce qu'eux aussi ont l'impression de se rendre utile et de contribuer au changement finalement de destin de ces jeunes. Alors sur ce côté de mobilisation des collaborateurs, depuis quelques années, on voit que ça s'accélère, notamment depuis 2018 avec la création donc, chez BNP Paribas de la direction de l'engagement, donc qui du coup met nos actions au cœur de notre métier. On incite de plus en plus nos collaborateurs à s'impliquer. On a lancé un programme qui s'appelle 1 Million Hours to Help, et donc avec cet engagement de contribuer à atteindre 1 million d'heures solidaires d'ici 2021, parce que 2020 nous a un peu coupé dans notre élan. Alors,
On aura une question tout à l'heure dans la phase questions-réponses pour permettre et mettre en exergue le travail de vos collaborateurs et collaboratrices. Alors, je vous ai parlé de l'accélération de manière générale, du changement d'échelle. Je crois que ça a été pendant les interventions en plénière ce matin, et on en a reparlé tout à l'heure. On se rend compte que nous, on s'est lancé en 2005 avec le projet banlieue dans les quartiers prioritaires. Et puis, en fait, en 2015, 10 ans après, on avait fait un premier bilan. On s'était dit, bon, ça fait 10 ans, qu'est-ce qu'on fait comme… Alors, on avait vraiment un sentiment mêlé. Alors, à la fois de satisfaction, parce qu'on avait un impact très concret qu'on mesure, l'empreinte locale, par exemple, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs, c'est important pour nous. Et puis, en même temps, vraiment ce sentiment de pas assez. On voit bien que ce qu'on avait constaté en 2005, aujourd'hui, on ferait le même constat et sans doute encore plus exacerbé. Et ce pas assez, et tout le monde l'a dit aujourd'hui, quand il y a cette urgence, il faut pas il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, partout qui s'impliquent, il y a la banque, il y en a d'autres, mais on s'implique chacun de notre côté, et c'est vrai que la réponse, elle doit être globale, tout le monde l'a dit, elle doit être systémique, c'est une vraie transformation de la manière de la réponse qu'on doit apporter. Et pour que ça se transforme, c'est tout ce sens des coalitions, de ce collectif mentorat, et dans ces coalitions et dans ces collectifs mentorat, en tant que banque, nous souhaitons nous positionner un peu comme un pivot, c'est-à-dire qu'en fait, on a plein de partenaires associations depuis 15 ans, mais aussi on a des partenaires entreprises. Et on se dit qu'on peut vraiment faciliter en fait tout ce qui peut se passer dans ces nouveaux écosystèmes locaux qui sont en train de se créer et dont parlait si bien Amaury. Alors, ces mouvements… Je vous prie de m'excuser, je voudrais enchaîner. Voilà, mais j'étais pas mal 10 minutes, même pas. Oui, je vous laisse conclure, mais je voudrais enchaîner justement sur la façon dont on est conscients et conscientes tous du besoin, de la nécessité de mesurer ces impacts et d'évaluer nos actions. Ce sera juste le sujet. Et en plus, les associations aujourd'hui, les banques, les entreprises sont évaluées sur leurs résultats financiers, de plus en plus aussi d'ailleurs sur leurs résultats extra-financiers. Et les associations, vous êtes, évaluées sur effectivement votre efficacité va se jauger à effectivement l'impact que vous avez, et il est important de le mesurer parce que c'est ce qui donne envie aux entreprises de vous soutenir, bien évidemment. Et donc, je vais terminer parce qu'on parle de cette force de la réponse collective, de cette force des coalitions. Alors, cette coalition, c'est par exemple quoi? Alors, je vais parler de l'ascenseur, parce que l'ascenseur, c'est l'idée très concrète qui émanait de Benjamin Blavier, président d'Article 1, et de Saïd Amouche, qui est donc président de Mosaïque RH, et qui avait ce rêve fou de se dire il faudrait qu'on mette ensemble dans un même endroit toutes les associations qui œuvrent dans l'égalité des chances. Donc aujourd'hui, l'ascenseur à Bastille, c'est devenu un lieu emblématique. Les associations vivant ensemble, forcément, elles se connaissent mieux, elles ont envie de travailler ensemble, et quand on travaille ensemble, du coup, on a d'autres solutions qui peuvent émerger, on innove dans les solutions et on change l'échelle des actions. Donc ça, c'est un premier exemple, et on voit que l'ascenseur essaie, alors c'est pas toujours facile d'essaimer, parce que rassembler, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, quand on est déterminé, on y arrive. Et donc, Erika Cohn, qui est présidente de Télémac, est en train de déployer, d'essaimer, en tout cas de tenter d'essaimer l'ascenseur, par exemple, dans les Hauts-de-France. La deuxième coalition qui est importante, et le collectif Mentorat en fait partie, ce sont les partenariats privés-publics. C'est eux qui vont faire toute la différence. Quand on dit travailler ensemble, c'est travailler ensemble avec tout le monde. On a besoin de l'argent des entreprises, de la mobilisation des entreprises, on a besoin de l'expertise des associations, et on a besoin de l'État, des collectivités territoriales pour donner cette direction et aussi cette impulsion. Et c'est ensemble qu'on va le faire. Et donc, ces partenariats privés-publics, il y a par exemple, on terminera par les collectifs mentorat, mais il y a Pacte, par exemple, le Pacte là, qui a réuni toutes les entreprises. Et par exemple, sur ce sujet du mentoring, le fait de pouvoir démultiplier l'accueil des collégiens 3e, REP+, dans les entreprises, mais c'est incroyable, parce que là aussi, c'est la connexion avec l'entreprise qui est importante pour élargir les horizons, mais c'est aussi des milliers de collaborateurs, de salariés d'entreprise qui ont appris ce que c'était que le mentoring, parce qu'ils préparent l'accueil et pendant une semaine, ils se mobilisent. Et donc, ça, c'est des candidats tout mûrs pour vos associations. Et puis, la dernière chose, c'est le collectif mentorat, puisque c'est effectivement les assises, c'est historique. Et ce collectif, pour la première fois, grâce à ce collectif, d'abord, vous avez mis en lumière ce que c'était que le mentoring. Parce que quand on le fait, on se dit, OK, on est parrain, mais en fait, vous avez montré que c'était structuré, qu'il y avait effectivement
que c'était un levier très efficace pour l'ascenseur social. On a vu tous ces bienfaits, hein, que ce soit la bienveillance, la confiance, les nouveaux horizons, les nouveaux réseaux. C'est tous ces ingrédients qui vont permettre finalement aux jeunes de choisir sa vie, de se dire c'est possible, mais ce n'est pas seulement possible, mon destin il est entre mes mains. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc vive ce collectif Mentorat. Vous pouvez compter sur nous et nos partenaires entreprises pour vous accompagner dans le déploiement. Merci beaucoup, Raphaël Leroy. Je vais enchaîner justement avec ce que j'initiais. Lysia Besselance, bonjour. Bonjour. On ne se connaît pas encore, mais tu es à Télémac et tu es responsable PACA de Télémac. Oui. Je voudrais qu'on parle avec toi justement de la nécessité de pouvoir évaluer nos actions. Alors, on les évalue, et ça, c'est le cas sans doute dans d'autres ateliers que le nôtre, mais on les évalue individuellement et sur l'impact du parcours entre les binômes. Mais là, je crois que tu as, je ne sais pas si tu l'as initié ou suivi, mais tu travailles actuellement sur une évaluation sur les coopérations territoriales chez Télémac. Oui, effectivement, je vais partager mon écran, je vais vous présenter une mesure d'impact qui est menée actuellement sur 2 ans, donc 2020-2021, dans le cadre du financement Tremplin Asso ANCT. Donc, je vous partage mon écran sans plus tarder. Hop. Voilà, comme ça, ce sera un petit peu plus visuel, on va dire. Tout le monde voit bien ? Écoute, ça m'a l'air d'être parfait. Bon, super. Du coup, l'idée, effectivement, c'était de mener une étude autour de 2 territoires et qui répondent à la question suivante. Dans quelle mesure les coopérations mises en place permettent de développer l'égalité des chances sur les territoires des QPV? Donc, c'est une évaluation qui a été réalisée sur 2 territoires où Télémac est présent. La Mosson, qui est un quartier prioritaire de Montpellier, et Marseille. À Marseille, l'antenne Télémac a été créée en 2018. Pour vous présenter rapidement le programme, donc nous, on propose un accompagnement de 6 ans, donc dans la durée, qui s'adresse à des élèves issus de quartiers prioritaires de la ville, scolarisés dans des établissements d'éducation prioritaires, boursiers ou de niveau économique équivalent, et qui sont motivés, qui ont une attitude positive en classe, et on pourrait dire qu'ils sont à potentiel. Et donc, on propose 3 niveaux d'accompagnement, un double mentorat, et ça, c'est très important pour nous, donc mentorat école, mentorat entreprise, avec donc un mentor pédagogique au sein de l'établissement scolaire et un mentor professionnel issu d'une de nos entreprises ou collectivités partenaires, des animations collectives, des visites d'entreprise, des sorties culturelles, des ateliers autour de la confiance en soi et du développement personnel, et puis une aide financière pour que chaque jeune puisse réaliser des projets et des activités à objectifs toujours pédagogiques, culturels, sportifs, professionnels ou citoyens. Pour vous préciser rapidement le contexte, donc Marseille, je vous parle vraiment de ce que je connais, Marseille concentre à elle seule plus d'un quart des QPV de la région et près de la moitié de la population vivant dans un de ces quartiers en région PACA. Les territoires dans lesquels nous agissons, on l'a vu tout à l'heure, ce sont les mêmes caractéristiques qu'Aroubé par exemple, donc souffrent d'un fort enclavement, de difficultés d'accès à l'emploi, mais avec de nombreux acteurs sociaux. Il y a 23 collèges REP+ à Marseille et récemment donc 3 territoires labellisés cités éducatives, Marseille Centre-Ville, Malpasset-Corot dans le 14e et Marseille Nord où nous sommes présents. Pour vous partager mon expérience, donc comme je vous disais, Marseille, c'est un territoire dense en termes d'acteurs sur la question de l'égalité des chances. Mais moi, quand j'ai pris le poste en 2018, je venais plutôt de l'associatif plus traditionnel et donc je ne connaissais pas ces acteurs. Et c'était vraiment très important pour moi d'aller à la rencontre de tous ces acteurs. Et donc, je suis arrivée, dit l'évaluation, avec une stratégie d'ouverture, mais qui n'était pas une stratégie en fait, parce que j'avais juste envie de connaître les acteurs et les actions mises en place sur les mêmes champs d'intervention que Télémac. Cette approche, dont parlait Amaury tout à l'heure.
C'est un peu ça, ouais, on retrouve pas mal d'éléments effectivement dans nos approches. Et donc, cette approche jugée peu commune par les personnes interrogées, donc d'ouverture, elle a mené, elle a favorisé l'interconnaissance évidemment, et elle a favorisé l'émergence d'un projet commun. Donc, on a réalisé en mai 2019 avec une dizaine d'associations partenaires un événement qu'on a appelé Tarpin de Talent, et donc qui a réuni une centaine de jeunes issus de 5 réseaux d'égalité des chances. Donc, comme je vous disais, on a mobilisé un premier collectif de 8 associations partenaires, dont la FEV, dont des associations beaucoup plus locales. Et donc, l'événement s'est traduit par l'organisation de 5 ateliers participatifs avec l'intervention de personnalités inspirantes. Actuellement, nous avons sur le territoire une image plutôt positive. Nous sommes reconnus par l'étude menée comme un acteur professionnel et de qualité utile pour les jeunes du territoire. Mais pour autant, c'est vrai que les perceptions ont pu évoluer dans le temps. L'arrivée de Télémac sur le territoire a été perçue, vous le voyez, avec une certaine défiance. D'une part pour les établissements et les partenaires institutionnels, parce que l'Institut Télémac est repéré, identifié pour sa capacité à tisser des liens forts avec l'entreprise. Or, dans beaucoup de contextes, et c'est l'étude qui le dit, ce n'est pas moi, le lien école-entreprise et l'influence que pourraient avoir les entreprises sur les élèves sont encore mal acceptés. De fait, moi personnellement, je n'ai pas eu très peu d'opposition. Pour les acteurs associatifs déjà implantés, la défiance, elle vient du fait qu'on a été identifié au départ comme un projet arrivant de Paris avec beaucoup de moyens en termes de ressources et de communication. Et puis, la défiance, elle repose néanmoins sur un a priori qui s'estompe assez rapidement, notamment grâce à l'attitude d'ouverture adoptée par les responsables locaux. Et donc, les différents partenaires identifient rapidement, une fois l'action de l'association engagée sur le territoire, les spécificités de notre action et la complémentarité avec ce qui existe déjà en local. Pourquoi les acteurs travaillent avec l'Institut Télémac et pourquoi ils continuent de travailler avec nous? La force de la représentation locale, on en parlait, c'est-à-dire qu'on est là, on a une bonne connaissance des acteurs puisqu'on les a rencontrés, et puis on essaye d'avoir une qualité de communication et d'animation. Deuxième facteur, la clarté et le potentiel d'appropriation du modèle de l'Institut Télémac, c'est-à-dire que les partenaires établissements scolaires trouvent un modèle dans lequel il n'y a pas de concurrence directe. C'est un modèle donc, qui est assimilé par l'ensemble des acteurs. Les partenaires associatifs trouvent que cela vient en complémentarité de leurs actions. Les acteurs institutionnels y trouvent une réponse à des enjeux de politique de la ville et notamment d'ouverture des possibles, on en parlait tout à l'heure, qui sont inscrits donc dans les contrats de ville et dans les projets cités éducatives. Le facteur 3, c'est donc l'ouverture à la coopération et la démarche proactive. Le retour des acteurs du territoire souligne une approche très partenariale, donc une dynamique de co-construction pouvant aller jusqu'à un rôle de coordination jugé très positif. Donc, comme je vous disais, ça aboutit à un événement commun. Avec des préjugés qui, petit à petit, mais c'est aussi grâce à l'humain déployé sur le terrain, Lysia. Oui, oui, complètement, complètement. Complètement. Donc, j'enchaîne. Donc là, on parlait plutôt des facteurs internes de réussite. En termes de facteurs externes, on en parlait tout à l'heure. Il y a effectivement le pacte, donc, qui permet aux entreprises d'apporter leur contribution au développement économique local, au développement économique et social des quartiers prioritaires de la ville. Et puis, évidemment, les cités éducatives. Je passe rapidement sur ces contextes pour parler des effets du programme, ce qui me semble important, et puis après des perspectives. Les effets des coopérations territoriales, la question c'est qu'est-ce que cela génère pour l'ensemble des parties prenantes.
Donc, je vais tout d'abord vous parler des effets de coopération que ça génère pour nous, pour l'Institut Télémac. Avec les entreprises et les établissements, c'est assez évident, c'est le fait de rendre notre action possible en donnant donc accès aux jeunes de façon directe à des mentors. Avec les structures locales partenaires, cela permet vraiment d'enrichir l'offre proposée aux jeunes avec des ateliers plus spécifiques et donc de rendre ce programme plus complet et plus pertinent. Et donc, ces coopérations permettent enfin de renforcer notre image positive, notre crédibilité et notre légitimité à intervenir sur des territoires souvent déjà denses en termes de concentration d'acteurs associatifs. Les effets utilités pour les partenaires, donc pour les entreprises, alors attendez, je vais juste réduire mon écran. Pour les entreprises, c'est bien sûr mettre en acte leur politique RSE, nourrir concrètement les thématiques associées jeunes, éducation, égalité des chances, voire insertion. C'est renforcer la dynamique des entreprises vis-à-vis de l'engagement des collaborateurs, donc proposer une offre adaptée et appropriée aux salariés et répondre à leur souhait de pouvoir donner du sens. On en parlait tout à l'heure avec BNPP. Et puis, pouvoir également s'appuyer sur un partenaire fiable qui renforce une image positive auprès des parties prenantes en interne et en externe. Pour les établissements scolaires, venir compléter un projet d'établissement autour de l'ouverture et de l'orientation. On remarque également un effet positif sur l'image des établissements auprès des parents. Et enfin, ça permet de créer une dynamique autour de ces élèves qui sont moins visibles habituellement. Pour les partenaires associatifs, et c'est là que c'est très riche aussi, c'est donner accès aux jeunes du quartier, c'est adapter les interventions et monter en compétences, renforcer les liens avec les entreprises, mieux se connaître entre acteurs de l'égalité des chances, et on monte crescendo, apprendre à faire ensemble, mutualiser, créer des actions communes et encore plus mettre vraiment la coopération au service d'un impact fort. Enfin, en termes de... ouais. Je voulais juste signaler que l'étude, elle continue là. C'est les premières. Oui, tout à fait. Ce sont les premières conclusions, mais on la poursuit en 2021. C'est 2 ans. D'accord, très bien. Donc, pour terminer sur les effets des coopérations, et ensuite on passera vraiment à la mise en perspective, ce qui nous amènera dans la discussion, voilà, essayer de réfléchir ensemble. Rapidement, donc, l'ambition de Télémac, c'est vraiment de contribuer à un mouvement au service de l'égalité des chances sur le territoire. Ce mouvement se traduit bien entendu par la capacité de Télémac à accompagner des jeunes. L'intervention de Télémac auprès de ces jeunes a un effet direct sur la question de l'effet de désenclavement. Au niveau de la mobilité physique, de l'autonomie, de s'approprier d'autres espaces, mais aussi de la mobilité psychologique en sortant ses enfants et leurs familles d'un risque d'entre-soi, en les ouvrant sur d'autres modèles de parcours possibles. Donc, pour certains acteurs sociaux engagés sur ces territoires, l'action de Télémac peut et doit avoir un rayonnement qui va au-delà pardon, je me suis perdue, qui va au-delà de ces jeunes, et ce sont les familles qui peuvent être touchées et accompagnées également vers cette ouverture des possibles. Et enfin, ce travail avec des jeunes qui réussissent le mieux, c'est aussi un enjeu clé pour des quartiers où la réussite scolaire n'est plus valorisée, donc valorisation des réussites. Pour passer aux perspectives, l'attente actuelle des partenaires, c'est vraiment, et de tous les partenaires que j'ai cités précédemment, c'est vraiment de donner à voir, de valoriser, de poursuivre et de renforcer la logique de réseau, l'ancrage et les liens avec les acteurs clés du territoire, et puis bien sûr de faire grandir le projet en poursuivant le développement territorial. Il y a des questions qui se posent évidemment, une mise en perspective et des pistes de réflexion pour la suite, qui sont les dynamiques engagées pourront-elles aller plus loin au service d'un mouvement égalité des chances sur les territoires? Côté entreprise, jusqu'où peut-on engager les entreprises dans un mouvement d'égalité des chances plus ancré territorialement? Côté de l'éducation nationale et des cités éducatives, comment vont évoluer ces dynamiques de coopération? Et puis, côté partenaire associatif, est-ce qu'on peut aller plus loin dans la chaîne de coopération, c'est-à-dire de partir du faire ensemble et de la co-construction pour construire vraiment des stratégies communes et un plaidoyer commun?
Et enfin, en termes de coordination, qui prend le lead, jusqu'où Télémac ou d'autres acteurs peuvent-ils jouer ce rôle de coordination et de mise en lien des trois mondes dont on parlait, c'est-à-dire l'institution, l'éducation nationale, les entreprises et l'associatif. Merci voilà, beaucoup, j'arrête mon partage, j'espère que j'ai été trop longue. Tu as bien défini les enjeux pour la partie de nos fonctions qui sont des rôles de charnière. Et effectivement, ça demande beaucoup de temps, de force, d'humain, en complément du suivi très individualisé que nécessite le mentorat, et ça montre bien ce qu'il y a dans le back-office, on va dire, pour être utile et changer la donne. Merci beaucoup. Évidemment, on n'aura pas le temps qu'on avait souhaité avoir pour répondre à toutes les questions, malheureusement loin de là. On essaiera d'y pallier avec le compte-rendu et avec des réponses peut-être écrites aux questions que vous avez posées. Juste avant de commencer avec Jeanne Giry depuis Socrate Toulouse à reprendre une petite synthèse de vos posts sur le chat, Chantal Dardelais, vous avez pu nous rejoindre, bienvenue. Merci, ravie d'être là, c'est passionnant tout ça et on est sur les vrais sujets pour donner de l'ampleur. Vous êtes, je le disais en ouverture de cet atelier, directrice du Centre Égalité des chances de l'ESSEC et animatrice du groupe Ouverture sociale de la Conférence des grandes écoles. Juste avant de passer la parole à Jeanne Giry, on a un peu parlé des grandes écoles directement dans cet atelier. Vous la voyez où, la brique C'est effectivement au nom de l'enseignement supérieur que je vais parler en complément des acteurs qui se sont déjà exprimés ici. On a vu l'entreprise, on a vu les associations, les acteurs des cités éducatives, des PRE et tout ça. Même si nous, on parle de tutorat étudiant plutôt que du mentorat, depuis le début de ce matin, on sent bien qu'on est sur les mêmes thématiques, les mêmes leviers de transformation, etc. Donc, à la question, est-ce que le mentorat peut être un levier de réduction des inégalités territoriales? La question est oui, 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 oui. Donc, je préfère aller sur à quelles conditions on peut maximiser cette dimension-là. Et ça me permet de partager ce qui se vit aussi bien à l'ESSEC, mon premier territoire justement d'ancrage, voilà, mais aussi dans l'ensemble des grandes écoles, donc sur toute la France, qui est de dire que pour nous, ça s'est longtemps inscrit dans le cadre des cordées de la réussite, tout ça bien sûr, dont sûrement injustement les associations n'étaient peut-être pas assez dans lesquelles n'avaient pas forcément le cadre pour s'impliquer, mais on est en train d'y arriver. Et on voit justement aujourd'hui une transformation, une nouvelle étape se franchir, à la fois quantitativement, le gouvernement veut qu'on double sensiblement le nombre de jeunes accompagnés par ces mêmes dispositifs, toujours sur une base un peu de tutorat, d'accompagnement de proximité, dont je préfère parler d'ailleurs d'accompagnement personnalisé plutôt qu'individualisé, puisque parfois c'est en petits groupes et on retrouve cette même dimension d'accompagnement personnalisé. Donc, quantitativement, il faut multiplier par 2, mais aussi qualitativement et dans la nature des échanges. Et je pense que ce qui se joue, c'est justement ce qui permet d'ajouter la dimension territoriale. Pour le dire autrement, il y a une première période où les écoles, les universités sont arrivées plus ou moins avec des programmes d'accompagnement un peu plaqués. Boum, voilà, c'est à prendre ou à laisser. Le tutorat étudiant, ça se passe comme ça, on travaille sur ça, nanana. Ça, c'est de l'histoire ancienne et aujourd'hui, c'est vraiment plus cette étape-là. Aujourd'hui, les mots-clés, vous les avez cités, je vais les reprendre avec mes mots. Il faut faire du sur-mesure. Évidemment que ce n'est pas la même chose pour une école comme l'ESSEC d'être ancrée sur Cergy-Pontoise, territoire ô combien divers et où les questions d'égalité des chances sont vraiment des vraies problématiques, que d'être située sur des territoires ruraux ou en outre-mer ou autre. Donc, il y a une vraie question d'adaptation du sur-mesure avec l'existant, c'est-à-dire venir en complémentarité, je vais y arriver, avec l'existant. On n'est pas des cow-boys qui viennent avec une solution, mais bien un acteur qui, avec humilité, va dire « je peux mettre une brique supplémentaire à l'édifice des autres acteurs ». Ça veut dire travailler avec l'ensemble des acteurs locaux, et c'est super qu'il y ait ici aussi bien l'éducation nationale que les acteurs, côté préfecture, que les associations, que les collectivités locales, que les entreprises qui ont été citées aussi. C'est une vraie question que d'être à la croisée de toutes les cultures, mais c'est bien à ce titre-là que les choses peuvent bouger. Je voulais ajouter aussi, je reviens sur les étudiants.
Je pense aussi qu'on va plus loin dans cette histoire d'impact fort et de réduction des inégalités territoriales quand on mouille les étudiants, alors je parle de mes mentors à moi en quelque sorte, dans une logique gagnant-gagnant. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de former aussi nos étudiants aux réalités des territoires, aux réalités sociales, aux réalités des inégalités, aux réalités de tout ça. Et si on en fait en plus un outil de formation pour nos étudiants, la FEF dit ça depuis très longtemps, hein, bien sûr, on va d'autant plus loin dans l'implication des étudiants et donc plus loin dans la réalité de ce qu'on peut faire sur les territoires. Donc je pense en gros, pour le dire autrement, que d'abord, plus que jamais cet outil a sa raison d'être aujourd'hui, et c'est super d'en faire une vraie thématique dans le cadre, on a beaucoup abordé ce sujet dans la commission Hirsch il n'y a pas si longtemps, hein, de la place du mentorat dans notre société pour lui permettre d'aller plus loin, d'ajouter la dimension d'ancrage territorial comme une condition sine qua non d'efficacité, non pas seulement s'adresser à des acteurs, mais mettre des dynamiques de territoire en mouvement à l'intersection de tout ce qui existe déjà. Donc, je pense que tous ces sujets sont absolument essentiels. Et j'irai un cran plus loin, je trouve que la dernière fenêtre à ouvrir, alors à l'ESSEC, j'ai aussi la casquette de transition, au sens de la grande transition, hein, comment préparer les transitions environnementales, sociales, démocratiques et autres. Je pense que le mentorat a aussi toute sa raison d'être dans ce cadre beaucoup plus large, d'inventer une société plus pérenne, plus juste. Donc, c'est à nouveau un champ des possibles qui s'ouvre. En résumé, longue vie au mentorat et faisons-en dans les impératifs, mettons les conditions justement pour cette réduction territoriale des inégalités grâce à cet outil. Merci beaucoup Chantal Dardelais. Alors, le temps file. Moi, je voudrais demander à Jeanne une petite synthèse des thématiques que tu as pu lire, toi, sur le chat et des questions potentiellement qui s'ouvriraient pour nos intervenantes. On a eu une question qui a été posée puis reformulée pour Madame Leroy de BNP. On m'entend bien là? Oui, on t'entend parfaitement. Une question qui a été posée par Axel Lermite de Brick Poverty. Il s'agit de savoir comment une entreprise qui est aussi pionnière dans le soutien du mentorat et associatif tel que BNP peut peut-être concrètement inspirer l'engagement de nouvelles entreprises. Donc ça, c'est une question pour Madame Leroy, si elle est toujours parmi nous. Je suis toujours avec vous. Et en fait, ma réponse, je l'ai donnée tout à l'heure en disant qu'on voulait se positionner comme un rôle pivot. Il est clair qu'en tant que banque, alors comme on est engagé depuis très longtemps, vous avez vu, on a énormément de partenaires associations, des grandes, des petites associations, un peu partout sur le territoire. Et en même temps, on a des clients entreprises, des grandes entreprises, des PME. Alors les clients grandes entreprises n'ont pas forcément besoin de nous, elles ont aussi leur propre dispositif. En revanche, il faut qu'on travaille avec elles. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse accompagner des PME sur les territoires qui ont envie de s'impliquer. Naturellement, tout le monde a envie de participer parce qu'une entreprise que j'ai dit tout à l'heure qui est sur un territoire appartient à ce territoire. Sauf qu'elles n'ont pas forcément les ressources, les moyens, etc. Et donc, ce que nous pouvons apporter en tant que banque à ces clients PME, qui sont aussi nos partenaires, c'est de partager notre réseau. Quand on dit qu'on veut être un animateur d'écosystème, bien on peut favoriser les connexions. Et ce que nous faisons dans beaucoup de nos tiers-lieux, dans nos agences, c'est d'organiser des rencontres entre nos associations partenaires, grandes et petites, les entreprises sociales, et puis les PME, pour qu'elles puissent elles-mêmes mener des opérations, impliquer leurs collaborateurs, etc. Vous incubez parmi votre réseau. Comment? Vous incubez. C'est ça l'intérêt de la banque, c'est qu'en fait, on a les clients PME, on a les clients particuliers. En 2015, quand on a lancé ce qu'on avait appelé Projet Banlieue et Connect. Et c'était quoi notre objectif? C'était de rendre visibles toutes les associations sur les territoires auprès des clients entreprises, mais aussi auprès des clients particuliers. Et pour leur donner envie, soit de donner, soit de soutenir, soit de donner du temps. Et c'est ça qu'on doit encore aller plus loin. Le momentum est particulièrement favorable parce que toutes les entreprises aujourd'hui, le monde est en train de changer, l'économie est en train de devenir positive. Toutes les entreprises aujourd'hui veulent s'impliquer. C'est pas seulement une démarche RSE, elles veulent aussi avoir un impact positif sur leur territoire. Donc la volonté est là, et après c'est leur donner les moyens de faciliter cette démarche. Et en tant que banque, on peut faciliter justement ces connexions et être cet animateur en local pour faire connaître
connaître Proxité, pour faire connaître Télémac, mais pour faire connaître aussi les toutes petites associations, le fameux plancton, qui est hyper essentiel. Je trouve que ça, c'est important. C'est un moment aussi pour saluer toutes ces petites associations. Il y a un partenaire qui les appelle, donc ces associations heurtières, le plancton, et je trouve que c'est hyper bien nommé, parce Oui, qu'elles vivent près des territoires. Il y en a dans le nord, il y en a dans le sud, il y en a en Seine-Saint-Denis. Il y en a dans cet atelier. Partout, et elles assurent soit le premier kilomètre, soit le dernier kilomètre. On parle souvent du dernier kilomètre, mais quand on doit sourcer, on doit identifier ces jeunes qui ont besoin de mentors, parce qu'il faut trouver des mentors, il faut trouver des mentorés. Et parfois, les mentorés, ils ne savent pas qu'il y a tous ces dispositifs, notamment quand ils sont sur les territoires. Grâce à ce plancton, on fait le premier kilomètre. Donc, voilà, je voulais en profiter. Très bien. J'en profite aussi pour dire que si les associations fondatrices du collectif Mentorat sont peut-être des légèrement plus gros poissons, voire des gros poissons, on est très, très heureux de voir que parmi les personnes qui sont dans ces assises aujourd'hui, dans notre atelier, il n'y a absolument aucune exclusif sur la taille de la structure, sur son diamètre d'action, puisque ce qui nous réunit, c'est au-delà de ça, c'est une vision de la relation développée par le mentorat. Jeanne, est-ce que tu as remarqué d'autres thématiques? Oui, on a des échanges là qui se sont mis en place. Donc, on a un membre de l'association Fonction publique du 21e siècle qui s'est questionné sur le fait de rendre mentor, rendre parrain des fonctionnaires de l'État, peut-être des personnes dont le métier serait dans le secteur de la santé, du social, qui seraient implantées sur les territoires. Et on a Lysia de Télémac qui a répondu en indiquant que Télémac avait déjà mis ça en place, notamment à Marseille, mais aussi du côté de la métropole de Lyon, en mobilisant des agents en tant que mentors. Oui. Et également à Proxité. Amaury a réagi aussi. Jeanne, la question de la sensibilisation et de la façon dont impliquer la fonction publique, les fonctions publiques territoriales et de santé notamment, est un des axes. Quand on a des réunions avec les ministres qui sont intervenus tout à l'heure ou avec leur cabinet, c'est la ligne, le fil rouge de nous dire, et je suis heureuse qu'on en reparle aujourd'hui, de se dire, n'oublions pas dans cet écosystème la double fonction des fonctions publiques, d'être et accompagnateur, accompagnatrice de politique publique, et aussi de représenter des hommes et des femmes qui peuvent souhaiter et valoriser leur mission et s'impliquer personnellement. C'est une des questions qu'on se pose au sein du collectif. Justement, pour abonder dans ce sens, donc dans le cas de Télémac, c'est à la métropole de Lyon au départ que le partenariat a été monté, et il y a actuellement, me semble-t-il, 20 collaborateurs, enfin 20 agents de la fonction publique de la métropole de Lyon qui sont engagés en tant que mentors. Ici à Marseille, c'est grâce aux cités éducatives que nous avons pu obtenir un financement, et donc il y a actuellement sur 70 jeunes accompagnés, 9 parrainages qui sont financés par les cités éducatives. Et donc, c'est une vraie chance de montrer une diversité des profils aux jeunes que nous accompagnons. Et c'est également, je pense, assez positif, effectivement, dans ce côté de donner du sens pour les personnes de la métropole et des collectivités territoriales. Merci beaucoup à tous et à toutes. Jeanne, est-ce qu'il y a une dernière remarque de ta lecture du chat avant que je puisse conclure, puisque dans 4 minutes, nous serons automatiquement rebasculés, c'est-à-dire que si je n'ai pas fini ma phrase et mes remerciements, hop, on ne m'entendra plus. Je pense que j'ai fait le tour. Je vois qu'il y a encore des échanges et que certains se font passer leur mail ou leur numéro de téléphone. Donc, très bien, c'est parfait. Je pense que tu peux enchaîner.
C'est parfait, on commence dans le transversal, enfin on continue dans le transversal puisque à toutes nos fonctions différentes, on sait que même si ça ne suffit pas pour tout faire, c'est une condition sine qua non pour changer et avoir de l'impact. Je voudrais alors très techniquement, avant de conclure vraiment, donc le changement de salle entre notre atelier et la plénière va se faire automatiquement. Enfin, peut-être qu'il faudra appuyer sur un bouton pour le valider comme pour l'aller, mais on va tous se retrouver en plénière autement avec un décompte de secondes sous les yeux. Donc, avant que ce passage se passe, je voudrais remercier très sincèrement nos intervenantes, donc Anne-Sophie Belgaïd, Nathalie Cesset depuis Roubaix, Amaury Leclerc, DGA de Proxité, Lysia Besselance de Télémac pour l'étude d'impact en cours, mais déjà très très avancée et éclairante. Raphaël Leroy pour BNPP, Chantal Dardelais pour sa participation, merci beaucoup. Et j'espère n'avoir oublié personne. Je crois que je n'ai oublié personne. En guise de conclusion temporaire, je ne vais pas essayer de faire une synthèse de tout ce qu'on s'est dit, ce serait trop compliqué. Rajouter mon petit grain de sel. Fédérer, c'est toujours un enjeu, un exercice d'équilibre et parfois d'équilibriste, mais auquel on est tous et toutes très attentifs. Fédérer transversalement est encore plus compliqué de se dire, la question se posait tout à l'heure, qui va prendre le lead, qui va assurer une persévérance des actions. Ce sont aussi des enjeux quand on fédère transversalement. En revanche, c'est la condition sine qua non pour que nos actions rentrent en conformité aussi avec le moyen d'action qu'on a choisi et qu'on promeut, qui est le mentorat, qui est aussi une relation transversale dans laquelle il n'y a que des gagnants. Pour fédérer transversalement, il me semble qu'une des conditions, c'est que chacun puisse s'appuyer en confiance sur les compétences des autres, sur le métier des autres. Et avec le collectif Mentorat, on va essayer de mettre en avant nos compétences d'organisateurs, de promoteurs du mentorat. Et en s'appuyant avec confiance les uns sur les autres, on démultipliera nos forces complémentaires. J'ai l'impression que c'est une des définitions de faire cause commune, c'est de pouvoir s'appuyer, pas se reposer, mais la cause commune, c'est plaider ensemble en profitant du soutien de chacun et de chacune. Voilà pour ma petite conclusion en attendant le countdown. Merci.